Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode. Le premier, je pense, depuis très très longtemps, qui s'éloigne du collège football. Et c'est non sans plaisir que je vous annonce que ça sera un épisode sur les Jeux Olympiques de Paris. Bon, pour garder un petit peu, on va dire, la même ligne éditoriale que The Trick Play, ça sera un épisode sur les Jeux Olympiques de Paris et la NCAA. Je voulais en parler parce que, enfin, comme vous vous en doutez, si vous me suivez sur Twitter, je suis un fervent défenseur de ces JO. Euh, je pense que ce sentiment euh, a été exacerbé par les critiques, la haine, le défaitisme que cette organisation et cette Olympiade subissent pour le coup depuis maintenant quelques années. Et je trouve que voilà, toutes ces critiques sont injustifiées. Donc, je suis très content. De toute façon, si vous avez commencé cet épisode, c'est que vous-même êtes excité à l'idée de regarder ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Le programme d'aujourd'hui, tout simplement, c'est de regarder un petit peu à travers quelques statistiques, hein, rien de bien exhaustif. Je prétends pas vous présenter quelque chose de parfait. Je pense même que ça sera incomplet. D'ailleurs, faites-moi les remarques, ça me permettra d'en savoir encore plus sur ces deux mondes qui me passionnent, hein, évidemment l'NCAA, comme vous le savez, et aussi les Jeux Olympiques. Si vous voulez avoir des informations, des live tweets précis avec quelqu'un qui a de l'expertise, je pense notamment au sport universitaire, c'est Mr Carter, @Nelson Carter Jr. sur Twitter. Ma culture en matière de NCAA, quand il ne s'agit pas de football, vient en grande partie de cette personne-là. Donc, je vous invite tous à aller le suivre. En guise de préambule, les stats que je vais vous donner comprennent les athlètes actuels, ceux qui sont actuellement NCAA et ceux qui sont passés par la NCAA, donc les anciens étudiants athlètes. Euh, Vous allez comprendre pourquoi je vous fais cette précision. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les stats ne semblent pas ultra précises. J'ai vu voilà quelques manquements, par exemple, parce qu'en fait je me base sur les stats du site de la NCAA. Par exemple, Léon Marchand ne fait pas partie des 14 Français actuellement NCAA ou ayant été en NCAA. Alors que, comme vous le savez tous, il a été à Arizona State avant d'être enfin là où il a remporté tous ses multiples records universitaires et avec notamment le grand Bob Bowman, ancien coach de Michael Phelps. Alors la NCAA, au JO de Paris, il faut savoir que cette NCAA, c'est près de 1000 athlètes, 1001 athlètes pour être précis, ça représente 10% du contingent total des athlètes qui seront à Paris. Il me semble qu'on est à peu près 10 500 athlètes olympiques et non pas paralympiques, je ne les prends pas en compte dans cet épisode. Donc 1000 athlètes, ça fait quand même 10% des athlètes aux Jeux Olympiques. C'est un chiffre qui est quand même assez significatif, d'autant plus que la délégation américaine est seulement composée, seulement si on peut dire ainsi, de 592 athlètes, dont 385 qui sont passés par la NCAA. Ce qui veut dire qu'il y a 616 athlètes non américains qui sont passés par les rangs du sport universitaire aux États-Unis. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, les sports les plus représentés sont l'athlétisme, la natation, le basket, bien évidemment, et le golf. J'en profite pour faire un coucou à Baptiste, hein, lui fan d'Oklahoma State, et Oklahoma State fait partie de ces grandes universités aux États-Unis qui ont formé des très très grands golfeurs à l'instar de Texas ou Stanford. Par exemple, Oklahoma State a formé Victor Hovland, Wyndham Clark et Alex Noren. Ces trois-là seront aux Jeux Olympiques de Paris. Parmi les 1001 athlètes, nous retrouvons 103 nations représentées. C'est beaucoup, 103 nations représentées. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, les États-Unis ont la plus grosse délégation avec 385 athlètes sur les 592 qui seront à Paris. Le Canada 130. Et après, on passe à 32 pour l'Australie et la Jamaïque. Donc ce sont les 4 nations les plus représentées. Pour la France, on est aux alentours de la quinzaine. Et fait assez, j'aurais dire étonnant, mais c'est en fait au final c'est ma première réaction, mais ce n'est pas si étonnant que ça. Enfin, pas si étonnant que ça, je vais éviter de faire la liaison quand même. Les femmes sont plus représentées que les hommes. 557 femmes contre 444 hommes. Alors, j'ai pas réfléchi vraiment à la question
de savoir pourquoi, les femmes sont, mieux représentées, plus représentées. Je pense qu'il y a un premier facteur, c'est qu'en NCAA, les hommes jouent surtout au football. Et le football, comme vous le savez, le football américain n'est pas un sport olympique. Et il y a toute une législation NCAA autour, pas de quotas, mais de place que doit prendre le sport féminin. Et en NCAA, évidemment, que le football contribue à financer, hein. Ça fait partie des nombreux sujets sur lesquels on pourra se pencher bientôt, hein, le financement de tous ces sports déficitaires par les sports qui sont excédentaires, enfin excédentaires, non pas excédentaires, mais les sports qui sont profitables, comme le football ou le basket. Je pense à la natation, à l'athlétisme, au volley, voilà, tous ces sports olympiques où les femmes en NCAA sont vraiment représentées. Maintenant que je vous ai parlé des athlètes, des sports les plus représentés, des nations les plus représentées, la parité homme-femme, qui est largement à l'avantage de ces dames, il y a 210 écoles représentées. 210 écoles représentées. Évidemment, ce n'est pas que de la première division. La première division concentre 964 athlètes, la deuxième division 33 et la troisième division seulement 10. Seulement 10, ça reste beaucoup pour la troisième division, me semble-t-il, hein, parce que quand tu es en troisième division universitaire, c'est quand même bien loin de ce qui peut se faire de mieux à l'échelon universitaire. Sur ces 210 écoles représentées, je pense que vous pouvez vous faire déjà de votre côté une idée du top 6 que je vais vous donner, parce que c'est un top 6 qui colle plutôt avec le classement de la Directors Cup de 2023-2024. La Directors Cup, en fait, c'est un classement qui agrège les résultats de tous les sports aux États-Unis de façon à décerner un titre, un trophée à la meilleure université sur le plan athlétique, sur le plan sportif. Alors en numéro 1, c'est Stanford qui sera l'équipe, l'université la mieux représentée avec 51 athlètes à Paris, puis suivi de USC avec 44, Michigan 42, Florida 40, California 39 et Texas 30. Pour la Directors Cup, c'est Texas 1, Stanford 2, Tennessee 3, Florida 4, Virginia 5. On retrouve parmi les équipes que j'ai pas citées dans le top 6 des écoles représentées à Paris, on les retrouve dans le top 10 ou dans le top 15. Par exemple, Michigan est 8e, USC 14e et Cal est 20e. Cal se focus énormément sur la natation. C'est ce qui peut expliquer son classement plutôt bas dans la Directors Cup, mais son excellent classement parmi les écoles représentées au JO, parce qu'ils enverront une belle délégation de nageurs. Ces 210 écoles représentent 57 conférences. Je vous ai déjà fait la répartition selon les divisions. Alors, les stats que j'ai obtenus ont pris en compte la disparition de la Pac-12, et vous vous doutez bien, vu que toutes les équipes de toutes les universités de Pac-12 ont été dispatchées en Big Ten, Big 12 et ACC. Ce sont ces trois conférences qui s'en sortent plutôt bien, parce qu'elles récupèrent Oregon, Cal, Stanford, qui sont des powerhouses du sport américain. Et voilà, vous connaissez Oregon, Eugène, leur tradition au niveau de l'athlétisme, Stanford, pareil. C'est la Big Ten, la conférence la mieux représentée, avec 249 athlètes à Paris, suivi de la SEC avec 229, l'ACC à 223, la Big 12 à 105. En cinquième position, c'est l'Ivy League, qui est la conférence, qui est donc la conférence, la première conférence hors Power 4 et j'allais dire hors FBS, mais ça n'a pas trop de sens de dire ça parce que le FBS c'est la première division de football. On retrouve pas cette distinction dans les autres sports américains. L'Ivy League, c'est plutôt logique. L'Ivy League aura quand même pas mal de représentants en aviron, vous le savez. Enfin, si vous regardez des films américains, il y a, enfin, je suppose, je ne suis pas pu renseigner. Si vous pouvez me le dire en commentaire, je serais très content. Je suppose que ça vient de cette culture anglaise, par exemple entre Oxford et Cambridge. Là, c'est pareil entre Harvard, Yale, Columbia, etc. Puis la Big West avec 18 athlètes et la Mountain West avec 17. Maintenant qu'on a fait cette présentation, je veux dire globale de la NCAA à Paris à travers d'une façon assez macro,
je vous propose qu'on se focus sur quelques Français, heu, pardon, les Français qui vont, nous faire rêver durant, ces JO. Le site de l'ANSSI en répertorie 14. Je pense qu'on est plus autour, de la vingtaine. Il y a eu quelques oublis. Alors on commence avec Céline Boutier. Si vous connaissez pas Céline Boutier, c'est la 6e mondiale en golf. Elle a fait beaucoup de bruit l'an dernier parce qu'elle a remporté un majeur, l'Evian Championship, hein, à Évian-les-Bains, sur les, bords, du lac Léman. Hem, alors, elle a fait un début de saison difficile, mais c'est une chance de médaille qui est quand même très, très concrète. Hem, L'or, ça sera compliqué vu son début de saison un petit peu compliqué et vu la concurrence parce que je rappelle que, la numéro 1 mondiale, Nelly Korda, qui est une fille de Tchèque d'ailleurs, est l'ultra favorite, mais vraiment de très, très loin. Et d'ailleurs, hein, j'ai noté ça, je l'ai découvert, elle n'est pas allée à la fac, au regard, à cause, j'ai envie de dire, de sa précocité, hein. Elle était déjà professionnelle avant même, d'être, adulte, ce qui a fait qu'elle n'est pas allée sur les rangs universitaires. Alors c'est bien beau tout ça, mais je vous ai pas dit où est allée Céline Boutier à l'université. Elle est allée à Duke et à Duke, elle a remporté le championnat NCAA par équipe, c'était en 2014 et avec tous ces résultats, elle est devenue, numéro 1 mondial chez les amateurs. Bref, Céline Boutier, c'est une vraie star et je vous invite à regarder, les épreuves de golf, hein, qui auront lieu sur le golf national de je sais pas si c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines, je pense que c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines, je me demande si c'est la commune ou Guyancourt, bref, c'est dans ces coins-là, au sud-ouest de Paris. Un autre golfeur, c'est Victor Pérez, qui lui est allé à New Mexico State, hein. Il représentera la France chez les hommes avec Mathieu Pavon, chez les femmes, ça sera Perrine Delacour, la seconde. Le Tarbais, lui qui vient du Tarbes, il a un très joli accent d'ailleurs, et là, dédicace à Paco, si tu m'entends. Bon, je sais que tu viens pas de Tarbes, t'es plus de Souxton, mais on va dire que c'est le même coin. Terre de rugby, et 66e mondial. Il nous a fait une belle saison 2024, mais c'est un petit peu à l'image du golf français, j'ai envie de dire maintenant depuis que Mathieu Pavon a remporté pour la première fois, voilà, quand il est devenu le premier Français à remporter un tournoi du PGA Tour, il y a une émulation qui s'est créée et elle a profité à Victor Pérez qui termine 3e à l'Open de Puerto Rico, 3e au Canadian Open et surtout 12e au Memorial Tournament qui est souvent considéré comme le 5e majeur. Bref, c'est une belle saison et je pense que voilà, nos deux Français vont pouvoir se magnifier, sur ce golf national. Voilà, ce sera quelque chose de très intéressant à suivre et pour l'anecdote, moi je serai là-bas pour, le 3e tour. J'espère que les 2 passeront le cut. D'ailleurs, attends, si ça se trouve, il y a même pas de cut, vu qu'il y aura une soixantaine de golfeurs. Bon, c'est pas très important. Bref. Maël Gouillette, alors Maël Gouillette, si vous connaissez pas, c'est un jeune Français qui était, à Iona. Iona, c'est une fac qui est pas très connue parmi les Français, ce n'est pas du tout Texas ou encore, Duke, comme j'en ai parlé, du moins dans notre imaginaire. Lui a réalisé les minima sur le 1500 mètres, ce qui fait qu'il est aujourd'hui 32e mondial sur la distance et il sera l'un des 2 Français qualifiés avec Azzedine Habs qui lui pour le coup est une vraie chance de médaille. Je crois qu'il est aux alentours de la 6e ou la 7e place, mondiale sur la discipline. Que joueur, athlète à suivre. Petit détour par le water-polo avec 2 Françaises. La première d'origine hongroise qui est née en Hongrie, c'est Orsi Herzka qui était à Long Beach State et Emma Vernou à Hawaï. Là aussi, vous vous doutez bien qu'on joue au water-polo sur sur la côte ouest des États-Unis et non pas au fin fond de l'Indiana, si ce n'est, ça se trouve, il doit y avoir des universités du Midwest qui proposent du water-polo. La natation. Alors la natation, c'est un pan qui est quand même très, très important, j'ai envie de dire en NCAA et surtout pour les Français. Léon Marchand n'a pas été le premier Français à s'en aller pour le championnat universitaire américain. C'est notamment Fred Bousquet. Vous vous rappelez de Fred Bousquet à l'époque, qui, lui avait rejoint Auburn. Il avait un petit peu ouvert la voie pour les autres. Alors, avant de parler de Léon Marchand, je vous propose 2 noms, 2 femmes de talent. La première, Marion Molu, 18 ans, qui sera alignée, elle, sur le 4x100 mètres.
mais qui est plutôt une spécialiste du dos. Donc je suppose qu'elle sera peut-être sur le mixte ou quoique non, ce sera peut-être Emma Terebo. Elle fera partie des relais. Et elle a décidé de partir à Cal, California, l'an prochain, à Berkeley, chez les Golden Bears. Voilà, donc à 18 ans, un petit talent qui s'en va dans l'une des meilleures universités pour la natation. Ça annonce du bon pour notre futur. Je venais de vous parler d'Emma Terebo, la néo-calédonienne, qui, elle, est allée à Florida State. Elle sera alignée sur le 100 mètres et le 200 mètres d'eau. Elle a notamment fait le 9e meilleur temps de l'année sur 100 mètres d'eau. Elle détient évidemment le record de France qu'elle a glané à Chartres il y a quelques semaines. Elle avait fini 5e à Budapest lors des championnats du monde de 2022. Là aussi, ça pourrait être une belle surprise. Et enfin, en natation, la gigastar, c'est Léon Marchand, que vous connaissez tous. Léon Marchand, qui lui est allé à Arizona State. Il n'est plus à Arizona State. Aujourd'hui, il s'entraîne dans le groupe professionnel de Bob Bowman à Texas. Il est passé pro. Parce que Bob Bowman, en fait, était allé le chercher à Toulouse. Et là, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Léon Marchand a d'abord été formé à Toulouse, au Dauphin du TOEC, c'est ça? Je crois qu'on dit comme ça, ou TOEC, je sais pas comment on prononce. Et c'est Bob Bowman qui l'a découvert. Qui lui a proposé une bourse pour aller s'entraîner aux États-Unis et qui a parfait, on va dire, Léon Marchand, qui l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui, une gigastar, peut-être la plus grande star des JO avec Noah Lyles. Je reviens juste sur sa carrière universitaire parce que si les autres ont eu des très belles carrières universitaires, je pense notamment à Céline Boutier qui a remporté un titre NCAA par équipe, ou après je vous parlerai de Gabby Williams. Léon Marchand, lui, a vraiment marché sur la NCAA. Et je rappelle qu'il est arrivé là-bas après les Jeux Olympiques 2021 où il n'a pas gagné de médaille. Et en 2022, c'est champion NCAA sur le 200 yards brasse et le 200 yards 4 nages. Idem en 2023, mais à ça, vous devez rajouter le 400 yards 4 nages. Et en 2024, cette année à Indianapolis, c'est tout ça en rajoutant le 500 yards nage libre et en enlevant le 200 yards 4 nages. Entre-temps, il a été champion du monde 2 fois sur le 200 et le 400 mètres 4 nages, une fois sur le 200 mètres papillon. En NCAA, il a gagné 5 records, il a glané 5 records. Bon, aujourd'hui, il en possède plus que 4. Le 200 yards brasse, le 500 yards nage libre, le 400 yards 4 nages et le 200 yards 4 nages. Ce qui fait qu'il a terminé sa carrière universitaire avec 10 titres individuels de champion NCAA, un titre de champion par équipe et en tout 17 titres de Pac-12. Léon Marchand est une légende de la NCAA. Et à tous ces records, on peut aussi ajouter, là peut-être que vous êtes plus au fait, son record sur le 400 mètres 4 nages qu'il avait réussi à glaner l'an dernier à Fukuoka au Japon en battant de 4 secondes celui de Michael Phelps en 4,02 quelque chose. D'ailleurs, Bob Bowman dit qu'il pourrait descendre à Paris sous les 4 minutes, ce qui serait un exploit monumental, et moi je pense qu'il le fera. Là, il arrive au top de sa forme et voilà, il sera assurément l'une de ses stars au JO. Je vous précise sur quelle discipline il sera aligné. Le 200 mètres brasse, le 200 mètres pape, le 400 mètres 4 nages et le 200 mètres 4 nages. Si je pense que le 200 mètres brasse, le 400 mètres 4 nages et le 200 mètres 4 nages, c'est presque déjà l'or assuré pour lui. Ça sera plus compliqué sur le 200 mètres papillon parce qu'il a la concurrence de Christophe Milak, le Hongrois. Et je vois Milak gagner, mais bon, 3 médailles, ce serait déjà exceptionnel. Et puis après, il sera aligné sur le 4 fois 100 mètres 4 nages. Et le 4 fois 100 mètres 4 nages, fan de sport, fan de natation, si vous m'écoutez, vous vous rappelez tous de Barcelone en 2013 avec Giacomo Pérez d'Ortona. Enfin, quand on arrive deuxième et que les Américains sont disqualifiés à cause d'un départ trop tôt, un départ lancé trop tôt de Kevin Cordes, le brasseur. Si on pouvait revivre ces mêmes émotions à Paris sur ce relais, le 4 fois 100 mètres 4 nages, ça serait ouf parce qu'en plus, 400 mètres 4 nages, on a au 100 mètres brasse Marchand, au 100 mètres pape Maxime Grousset, champion du monde 2023 à Fukuoka. Sur le 100 mètres nage libre, on a évidemment Flore Manodou. Et après, il faut trouver quelqu'un sur 100 mètres d'eau. Ça sera Mewen Tomac ou Ndoye Brouard, qui vient d'ailleurs d'Annecy, là où je suis originaire.
là dont je suis originaire. Et ça fera une très très belle équipe. Et là aussi, je pense qu'on a des belles choses à aller chercher, à minima une médaille de bronze et pourquoi pas plus, si on arrive à se défaire des Anglais et des Australiens. Une famille, on va passer maintenant à un autre sport avec une famille que vous connaissez bien, c'est la famille Tilly. Alors la famille Tilly, il y a le père et les trois frères. Nous, celui dont nous allons parler, c'est Kevin Tilly en volley, fils de Laurent, qui était le coach de l'équipe de France de volleyball. Hein, cette équipe, la Team Yavbou, qui a remporté le titre olympique en 2021 face à la Russie avec cette claquette d'Antoine Brizard, voilà, inoubliable. Qui est le frère de Kylian, qui a joué à Gonzaga, qui a joué un petit peu à Memphis, je crois, en NBA. Je suis pas trop à la NBA, mais voilà, il avait fait une très belle carrière de 4 ans à Gonzaga. Et enfin Kim, aussi basketteur, mais qui lui a fait une carrière en Europe, qui avait été à Utah chez les Utes, comme ah non pas Jordan Clarkson, Kyle Kuzma aussi avait été chez les Utes, je m'en souviens. Et Kevin Tilly, à University of California at Irvine, il a remporté 2 titres NCAA. Donc voilà, Kevin Tilly, comme ses 2 frères, est allé en NCAA et y a brillé. On espère que l'équipe de France de volley, là qui vient de remporter la Ligue mondiale, fera le même exploit qu'en 2021. Et ça serait vraiment un beau moment parce que c'est une équipe où je trouve il y a une âme qui se dégage d'elle, qui est assez exceptionnelle, un peu des... Je sais pas, une image de sale gosse hyper talentueux. Enfin, moi j'adore, il y a quelque chose vraiment d'humain qui se dégage de ces joueurs. Et enfin voilà quoi, quand ils seront dans l'arène à Paris avec tous les fans français en feu, ils vont se métamorphoser et je pense que ça peut juste être énorme. J'en profite pour faire une parenthèse sur les sports collectifs français. On a mis la barre tellement haute au Japon avec 2 titres de champion olympique en hand, un titre de champion olympique en volley, une seconde place en rugby féminin à 7, 2 secondes places donc 2 médailles d'argent en basket. Enfin, on a mis la barre tellement haute qu'il y a des grandes chances que l'on soit déçu cette année. Mais voilà, maintenant, c'est ça quand on est l'une des meilleures nations du monde, si ce n'est peut-être la meilleure nation du monde en sport collectif. On doit vivre avec cette pression-là. Et je pense qu'au regard des dernières saisons, peut-être un peu moins au basket, mais on sera, quoi qu'il arrive, dans le débat pour remporter des médailles d'or. Et à ça, on peut ajouter l'équipe de France du rugby à 7 chez les hommes qui a remporté 2 étapes cette année avec l'arrivée d'Antoine Dupont. Et même au-delà de Dupont, les autres ont aussi profité justement de son arrivée pour encore élever leur niveau de jeu. On rajoute le water-polo qui revient de très très loin et qui dit je reviens. Non, je connais pas trop l'histoire du water-polo, mais je sais que c'est un sport où la France n'a jamais été très bonne. Et là, quand on voit nos exploits de ces derniers mois, où on bat les numéros 1 mondiaux, où on a une star, j'ai oublié son nom, désolé, qui est jeune d'ailleurs. Enfin, on se dit que la France a vraiment, mais on a de la chance d'avoir ces sports collectifs, franchement. Autre fille qui est en équipe de France de basket, c'est Gabby Williams. Alors Gabby Williams, elle était à UConn. Sa grand-mère qui est française, c'est pourquoi elle joue pour l'équipe de France. Alors elle, palmarès de zinzin, quoi. 4 Final Four et 2 titres NCAA remportés avec les Huskies. Ce qui lui a permis d'être drafté à la 4e position de la draft WNBA au Sky de Chicago. Je crois que c'est le Sky. Elle aussi fait partie de ce contingent de Français, de ces Français qui sont passés par le système universitaire américain. Je pars sur un dernier nom, je pense que c'est pas le dernier en vérité, mais j'ai pas pu creuser plus loin en fait. Je pense, oui, j'en ai certainement oublié, mais c'est pas très grave. C'est Clément Ducot. Alors Clément Ducot, lui, il est spécialiste du 400 mètres haies et cette année à Tennessee, il est toujours athlète. Il a réalisé la 5e meilleure performance française de tous les temps à un meeting à Gainesville, donc à la fac de Florida, des Gators, en 48-26. Il se battra, je pense, pour se qualifier en demi-finale du 400 mètres haies. D'autant plus qu'il revient d'une blessure aux ischio-jambiers. La médaille est impossible parce que tu as un trio sur le 400 mètres haies et d'une manière générale, le 400 mètres haies,
et peut-être l'une des disciplines en athlétisme voilà, les plus intéressantes, je vous en parlerai après. Mais voilà, Ray Benjamin, cette année, par exemple, a couru en 46-39. Et derrière, tu as Karsten Warholm, le seul homme à être descendu sous les 46 secondes, le recordman du monde, le Norvégien. Et Alisson Dos Santos, là, qui a gagné le meeting de Londres et le meeting de, je crois que c'était de Monaco, Monaco ou Paris, peut-être les trois, il a peut-être fait le triplé. Donc, ce sera compliqué d'aller les chercher. Et voilà, ce sont ces athlètes très jeunes qui vont continuer à se révéler et qui sont dans la dynamique de l'athlétisme français maintenant depuis quelques mois, quelques années. Et on l'a bien vu avec nos résultats au championnat d'Europe à Rome. Les Français, c'est bon. On va passer à ces stars de certaines disciplines, ces stars passées par la NCAA. Alors évidemment, on a déjà parlé de Léon Marchand. Je pense vraiment que Léon Marchand sera la star de ces JO parce qu'il peut remporter 4 médailles d'or dans une discipline ô combien importante pour cet événement. Après, on pourrait parler de Noah Lyles, mais non, on ne parlera pas de Noah Lyles parce que même s'il s'était engagé pour Florida, il est passé pro directement. Il était tellement fort à 17 ans qu'il a décidé de skip, de passer l'université. Alors nous allons partir sur Mando Duplantis. Mando Duplantis, c'est peut-être le sportif qui domine le plus sa discipline actuellement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Armand Duplantis fait du saut à la perche. C'est un Suédois. Et les superlatifs manquent pour le décrire. Il a le record du monde qu'il a amélioré 7 fois, qui était le record du monde de Renaud Lavillenie. Donc il l'a amélioré 7 fois. Aujourd'hui, il l'a porté à 6,24 m. Champion olympique à Rio, 2 fois champion du monde. Enfin, je crois qu'il n'a pas perdu une seule fois depuis maintenant 2020. Et il faut ajouter à ça qu'il est passé presque une centaine de fois au-dessus des 6 mètres. Enfin, c'est... Alors là, vous voyez, s'il y a bien une discipline où il n'y a pas de débat pour ces Jeux Olympiques sur le nom du gagnant, c'est bien le saut à la perche. Alors on espère qu'il y aura des belles surprises pour la 2e et la 3e place. Pourquoi pas Thibaut Collet, notre Français là qui aussi est qui est en super forme et qui avec son record à 5,95, donc 3e meilleure performance française de tous les temps, ou 2e, peut-être qu'il a dépassé son père. Oui, lui aussi suit la tradition des Français à la perche, Lavillenie ou Jean Galfione. Pourquoi pas aller chercher la médaille d'argent, et il fait partie de ces de ces athlètes qui subliment, j'ai l'impression, dans les championnats. C'est un athlète de championnat, pas forcément de meeting. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'en ai, je me trompe peut-être. Impressionnant. Pour revenir à Mando Duplantis, alors suédois, lui est allé à LSU. Alors, il est né à Lafayette. On pourrait dire en réalité qu'il est plus américain que suédois, parce que son père est américain, même si sa mère est suédoise, mais comme il est né là-bas et qu'il y a grandi, il parle mieux l'anglais que le suédois. Il a juste fait une saison freshman à LSU, saison freshman, juste la première année sur les 4 possibles en NCAA. Et évidemment, il a été champion national en 2019 et après est parti rejoindre le monde professionnel où il excelle aujourd'hui. Autre star, on reste en athlétisme, c'est Sydney McLaughlin. Sydney McLaughlin, c'est une star du 400 mètres haies. Et je vous en parlais avant avec les hommes, le 400 mètres haies, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sera tellement passionnant à Paris parce qu'il y a son duel avec Femke Bol, la néerlandaise, qui s'annonce ouf. Et d'ailleurs, pour vous mettre dans la confidence, j'ai eu des billets. Bon, c'est que pour les séries le matin, mais j'ai eu mon billet à 24 € pour aller voir ces 2 stars, McLaughlin et Femke Bol. Je suis très très content. Et Sydney McLaughlin, bien qu'elle pouvait passer pro, elle a décidé d'aller en NCAA 1 an du côté de l'université de Kentucky, où elle a remporté évidemment le championnat national 400 mètres haies, et où elle a également réussi à battre le record du monde junior. Et le record du monde junior à l'époque était l'une des meilleures performances de tous les temps, en fait, tout simplement. Et je crois, faudrait vérifier, mais je pense qu'en fait, chez les... non, je dis peut-être une bêtise, parce que les haies, même chez les femmes, en junior, doivent être, comme pour le 110 mètres haies, doivent être plus basses que chez les seniors. Quoique, faudrait vérifier, mais je le dis sans certitude. Bref, c'est pas grave, vous connaissez le pédigré de cette dame.
2 fois championne olympique et 3 fois championne du monde. Record du monde, bien évidemment, en 50 et quelques. C'est une star, c'est une star. Et enfin, on va terminer ce court épisode avec Scotty Scheffler, qui lui est allé à Texas et qui est le meilleur golfeur sur la planète actuellement. Alors, c'est drôle parce que son début d'année avait été exceptionnel. Il avait gagné quasiment tous les tournois, le Memorial Tournament, le Masters, numéro 1 mondial avec beaucoup d'avance sur le second. Mais c'est Xander Schauffele qui a remporté d'ailleurs ce soir The Open britannique et qui a aussi remporté le... Ah, j'oublie tout le temps. Le PGA Championship. Mais voilà, Scotty Scheffler fait partie de ces gigastars dans un sport qui, me semble-t-il, est plutôt mondial. On pratique du golf partout. Donc voilà, Scotty Scheffler fait partie de ces stars passées par la NCAA qui seront aux Jeux de Paris 2024. Alors, je pense avoir terminé avec ma présentation des Jeux de la NCAA. Je pense pas que je vais vous emmerder avec mon plaidoyer en faveur de ces Jeux Olympiques, parce que il ne faut pas se mettre à la hauteur des peines à jouir de ces Jeux Olympiques, de ces gens qui voient du malheur partout, qui critiquent tout. Je peux les remercier parce qu'ils me permettent d'être positif, optimiste et d'avoir une hype mais incommensurable, vous pouvez même pas vous imaginer, pour ces Jeux Olympiques. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est d'en profiter et d'en garder des très très bons souvenirs. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci à vous tous de m'avoir écouté et on se dit à très très vite, hein, il y a les previews en ce moment sur The Trick Play. Merci tout le monde.